qu'on peut commencer, il est l'heure. Je vais introduire le conférencier du jour pour les Midi de l'Antiquité, qu'on remercie encore une fois pour sa présence. Alexandre Mitchell dirige une agence de traduction française-anglaise spécialisée dans les sciences de l'Antiquité et le Moyen-Âge. Après un doctorat à Oxford, il a enseigné l'archéologie classique pendant une dizaine d'années et il a publié sa thèse sur les vases grecs et l'origine de l'humour visuel. Ses recherches ont ensuite porté sur l'histoire de la médecine avant de s'orienter vers la réception de l'Antiquité, notamment dans les posters de théâtre et les dessins de presse. Et il achève actuellement un ouvrage majeur sur ce sujet, dont la conférence d'aujourd'hui est une synthèse. Donc, on va vous écouter sur le sujet suivant, comment la propagande nazie instrumentalisa l'Antiquité gréco-romaine, l'antisémitisme dans les dessins de presse et de l'entre-deux-guerres, et de 1935 à 39 à 45, pardon. Les années 30 et les années 40. Voilà, la parole est à vous. Merci. Merci. Alors, juste m'assurer que ce truc fonctionne. Non? Comment? C'est lancé ou pas en fait? Oui. Il faut peut-être cliquer sur l'écran. Se remettre dans le. Ah. Ok, c'est bon. Donc, je commence directement parce que on a du chemin à parcourir. Donc, deux courants sous-tendent aujourd'hui notre culture européenne, le courant judéo-chrétien et le courant gréco-romain. Ce qui me fascine depuis de nombreuses années, c'est la réception de l'Antiquité, c'est-à-dire la manière dont l'Antiquité est perçue, adaptée, reformulée à chaque génération. En particulier, la manière dont l'Antiquité gréco-romaine est utilisée comme modèle, non seulement depuis la Renaissance, mais aussi comment elle a été instrumentalisée à différentes périodes, et notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, après un bref aperçu de l'utilisation de l'Antiquité gréco-romaine par le nazisme, je me pencherai sur l'antisémitisme dans les caricatures politiques allemandes inspirées de thèmes antiques avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout comme l'héritage de la Rome antique a été largement utilisé par le fascisme italien, ça j'en parle dans le chapitre de ce bouquin, et je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça fait trop. Le paradigme équivalent pour les nazis était celui de la Grèce antique. À la recherche d'un modèle de vie artistique, culturel, social, c'est vers le monde grec antique et vers la simplicité du soldat spartiate qu'Hitler et ses sbires se sont tournés avec le plus d'ardeur. Et le ministre de l'Éducation de l'époque, qui s'appelait Bernard de Rust, proclama de manière inquiétante que le Troisième Reich allait élever une race de Spartiates et que tous ceux qui ne sont pas prêts à adopter cette communauté spartiate doivent perdre à jamais le droit d'être citoyens de notre État. Donc ce paradigme grec était très malléable. Il englobait non seulement les gloires de l'art grec, les libertés de la démocratie athénienne, mais aussi les prouesses martiales et la stricte discipline de l'État spartiate. Et lorsque les théories raciales de suprématie aryenne ont commencé à proliférer au XIXe siècle, on a très vite reconstitué une parenté littérale entre Grecs et Allemands, en postulant que la race dorienne qui était à l'origine du peuple grec était en fait née dans les forêts de Thuringe, au cœur de l'Allemagne. Ceci permit aux nazis de fusionner les idéaux de la Grèce antique avec le mythe aryen, selon lesquels les Grecs anciens étaient censés être des peuples nordiques. Et ces revendications bizarres sont illustrées par le défilé grotesque que vous voyez à l'écran, célébrant l'ouverture de la Maison de l'art allemand néoclassique à Munich, où les prétendus anciens germains étaient vêtus comme des Grecs anciens. Et les études classiques allemandes ont continué à perpétuer ce mythe d'origine des Doriens en le légitimant par une érudition artificielle. Donc à Munich, les archéologues dans la pièce reconnaîtront les noms, Ernst Büscher réaffirma que la migration dorienne était l'origine de l'art grec classique dans son étude Die Plastik der Griechen, qui fut publiée l'année même où les Jeux olympiques célébraient le corps athlétique à Berlin en 1936. Et ça devint l'ouvrage de référence de la sculpture grecque dans la période d'après-guerre. Moi, je m'en suis servi à l'Université de Strasbourg dans mes premières études.
Donc l'Arien, cet homme nouveau du national-socialisme, peut désormais prendre la forme d'un jeune athlète ou d'un dieu grec. Il suit une éducation idéale dans le nouveau gymnasium nazi, qui offre une véritable fusion de l'éducation physique et intellectuelle, comme dans la Grèce antique. Et il atteint le sommet de la réussite en participant à de nouveaux Jeux olympiques, dont les liens tangibles avec les gloires de l'ancienne Olympie unissent inexorablement les Allemands des années 30 aux Grecs de l'Antiquité. Donc ici, on a Leni Riefenstahl qui accepta l'offre d'Hitler de filmer les Jeux olympiques de 1936 à Berlin. Et pendant le générique, donc là, c'est les premières minutes de ce film, la réalisatrice met en évidence le disco-ball de Miron, qui était une obsession de Hitler, puis superpose la sculpture antique à l'image de l'athlète moderne en adoptant une pose similaire. Et donc cette similitude impliquée par la superposition de la statue classique et du corps musclé de l'athlète moderne sert parfaitement l'esthétisation de l'idéologie raciale et va donner le ton. Mais où est l'antisémitisme dans tout ça? Donc ce recours au modèle grec antique n'est pas une chose nouvelle en Allemagne, car l'idée de l'existence d'une affinité mythique gréco-allemande était profondément ancrée. Elle apparaît déjà en fait à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Donc Goethe lance un mouvement, donc le grand héros romantique, un mouvement qui vise à se libérer d'un Dieu strict, de l'idée du péché originel, donc anti-chrétien et anti-juif. Son école de pensée embrassait la science, la raison, un culte du corps qui était libéré plutôt que couvert, une sorte de panthéisme plutôt qu'une religion monothéiste. Et c'est son mouvement qui va gagner, qui va prendre le pas sur tous les autres au XIXe siècle. Mais son adoration d'Homère, et c'est là la chose importante, était dialectiquement liée au dénigrement de Moïse. Les deux vont de pair. Ce modèle de la Grèce antique est entaché d'antisémitisme dès son entrée dans la culture allemande du XVIIIe et XIXe siècle. Et comme le montrent les travaux de Bernd Witte, et notamment son dernier livre, Moses und Homer, Grieche, Juden, Deutsche, eine andere Geschichte der deutschen Kultur, fondamental pour comprendre ce paradigme. Donc, il aurait pu se concentrer sur Nietzsche ou Wagner, comme d'autres, mais il a préféré s'intéresser à des figures plus anciennes, comme Goethe, Schiller, Hegel, Herder, Hölderlin. J'ai pris que des H, c'est bizarre. Chacun de ces penseurs a valorisé les idéaux grecs dans un zèle modernisateur, tout en attaquant le dieu du judaïsme et du christianisme. Et comme le christianisme était soutenu par le pouvoir de l'État, les attaques rhétoriques se sont concentrées sur le judaïsme. Et donc, dans ce contexte du corps libéré, du culte du corps athlétique grec, c'est très facile pour des caricaturistes allemands de comparer des profils pseudo-ariens avec des profils stéréotypés de juifs au nez crochu, aux cheveux sales, aux doigts griffus, à la bouche lipue, aux oreilles pointues. Là, j'ai que des U, aux oreilles pointues. Destinés à avertir le public du danger qu'ils représentaient pour le peuple allemand. Et ces caricatures faisaient partie de tout un système de propagande, y compris des expositions telles que celle que vous voyez, Le Juif éternel, qui est illustré ici et qui a sillonné l'Allemagne pendant 2 ans, presque 3 ans en fait. Alors, les dessins de presse ne sont pas une source documentaire comme les autres. Toute personne qui a travaillé dessus, je pense, sera d'accord avec moi. C'est dans un monde aujourd'hui qui est marqué avant tout par l'image. Les dessins de presse sont devenus l'un des moyens de communication les plus populaires et les plus efficaces. Et l'opinion publique est davantage conditionnée par l'image de la bande dessinée à la télévision que par le texte. Il suffit de quelques coups de crayon et de peu de mots pour qu'un message passe. Donc, je suis archéologue et je suis passionné par la réception de l'Antiquité à travers les siècles en Europe et ailleurs. Et les dessins de presse font constamment référence à l'Antiquité. Alors, j'ai fait passer 2, 3 publications pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire aujourd'hui en réception de l'Antiquité.
Et je m'intéresse particulièrement à ce type de caricature liée à l'Antiquité en tant que véhicule de la tradition classique, pour comprendre comment l'Antiquité est perçue et parfois instrumentalisée, comme vous allez voir aujourd'hui. Donc, au cours de mes recherches, j'ai dû voir environ, je pense, 400 000 dessins humoristiques, c'est beaucoup, dont j'ai sélectionné environ 6 000 dans ma base de données, uniquement liés à l'Antiquité gréco-romaine. Donc, quelques exemples ici. Donc, on a le politicien belge Bart de Wever, en empereur Néron. Donc, ça, c'est avant son régime. Hein. Donc, vous savez qu'on est en 2010. C'est lorsqu'il a gagné des élections à ce moment-là. On a Papandréou en Prométhée enchaîné pendant la crise financière grecque. On a Tony Blair en Damoclès, sous une épée dont la poignée indique l'Irak, durant la seconde invasion de l'Irak avec George Bush Jr. On a le Lao Kun, ou plutôt le Laos Kun, avec le président Mao dans le rôle du serpent. Alors, cette caricature de 1953 montre Churchill, René Meyer et Eisenhower, tous empêtrés dans la crise qui suivit la fin de la guerre d'Indochine. On a Hitler en Icare, dont les ailes sont en train de fondre au soleil Churchill. La boîte de Pandore, évidemment, qui a libéré l'extrémisme religieux lors de la guerre d'Irak. Alors, qu'est-ce qu'un dessin de presse? Il s'agit de compositions visuelles et textuelles qui combinent l'humour, la satire et le commentaire. Elle se présente sous la forme d'un seul dessin. Alors ça, c'est pour des raisons historiques d'imprimerie. Mais ces caricatures emploient des traits exagérés et des métaphores, des symboles aussi pour distiller des situations complexes dans des récits accessibles. Alors, quelle est leur fonction? À quoi servent-ils? Ils servent d'outils pour critiquer, pour exposer des vices politiques et sociaux. Ils visent à susciter la réflexion, à remettre en question les idéologies dominantes ou, dans des cas d'instrumentalisation, d'imposer une idéologie dominante. Quelle est leur histoire? Alors, ils trouvent leur histoire dans la caricature et la satire. Elle évolue en parallèle avec l'imprimerie. Et au début, ils représentaient surtout des monarques, des aristocrates, mais ils se sont étendus à des commentaires politiques beaucoup plus larges avec la démocratisation de l'Europe. Alors, comment les analyser? Ça, c'est toujours le problème. Donc, on doit tenir compte des affaires courantes, chaque fois, pour chaque dessin, du contexte sociopolitique, et de la réception par le public, de l'utilisation d'archétypes, de métaphores, de symboles, et dans mon cas, bien connaître la réception de l'Antiquité pour explorer comment les mythes de l'histoire ancienne sont réimaginés dans de nouvelles formes culturelles, comme les dessins de presse. Mais ce n'est qu'à l'époque la plus sombre de l'Allemagne, dans les années 30 et 40, que l'on trouve des références gréco-romaines dans des caricatures antisémites. Et comme l'explique en détail Joël Kotek dans son livre sur les caricatures antisémites, il vient d'entrer dans la pièce d'ailleurs, une caricature antisémite est une inversion de la réalité. Les caricatures sont provocatrices, elles se moquent et dénoncent souvent les puissants. Mais parfois, les caricatures politiques peuvent aussi être injustes et dangereuses. Et certains dessins peuvent véritablement être des pousses au crime et inciter les gens à la violence. Dans les guerres de propagande, les caricatures politiques ont toujours été une arme de choix. Elles ont un effet durable sur l'imagination. Et la caricature politique antisémite ne se contente pas d'accompagner ou d'illustrer le discours antisémite, elle le synthétise, le simplifie, l'uniformise, et facilitant la mémorisation des stéréotypes et contribue à la diffusion de ces préjugés à travers toute l'Europe. Donc, tu as fait passer le plan à tout le monde? Oui, c'est bien. Donc, je vais vous montrer quelques dessins politiques inspirés de la mythologie et de l'histoire gréco-romaine, tous utilisés par des dessinateurs allemands pour attaquer les Juifs à travers des théories du complot que nous connaissons malheureusement trop bien, car elles continuent d'être véhiculées aujourd'hui. 1, les Juifs capitalistes qui dirigent le monde à travers les médias et la finance. 3, les Juifs fauteurs de guerre qui profitent du malheur des gens. Ensuite, les Juifs subversifs et communistes, donc à l'inverse des capitalistes. 5, l'omniprésence des Juifs dans les allées du pouvoir. Et finalement, 6, les Juifs profiteurs et ou destructeurs de la culture. Notre premier thème
est celui du stéréotype des médias contrôlés par les Juifs. La caricature Phipps, écrit je ne vais pas chaque fois lire tout l'allemand parce que sinon on va jamais finir. Donc je vais vous donner des traductions qui sont assez correctes en français. Le caricaturiste donc Phipps écrit en légende de son dessin en 1939 dans Der Stürmer, la fière France est à genoux, écorchée, attachée aux politiques de l'Angleterre dans la boue, l'étoile de David sur son dos l'écrasera complètement. Donc nous reconnaissons la Marianne, pas, le symbole aisément identifiable de la France avec son bonnet phrygien, et elle est en effet enchaînée, à genoux, écrasée sous le poids d'une énorme étoile de David, comme Atlas, le titan de la mythologie grecque qui supportait le poids de l'univers. J'en ai beaucoup de ces images d'Atlas dans la caricature nazie de l'époque. La France est donc écrasée et enchaînée par ce que nous lisons, la presse juive, la littérature juive, les ministres juifs, la radio juive, l'argent juif, etc. Donc les nazis essayent de convaincre l'opinion publique que la France est sous le joug des Juifs. Alors est-ce que les nazis se proposaient de sauver la France des Juifs ? En fait, en réalité, Hitler envahirait la Belgique et la France dans les 5 mois qui ont suivi ces caricatures. Donc la France devait capituler, non aux Juifs bien entendu, mais aux Allemands. Alors le Stürmer, dans lequel fut publiée la caricature de la Marianne, était l'un des magazines les plus lus en Allemagne entre 1930 et 1945. C'était le journal de Julius Streicher, que vous pouvez voir en bas à gauche de l'écran. C'est un des cerveaux de la machine de propagande hitlérienne. Et il fut l'un des hommes les plus méprisés du mouvement nazi lui-même et détesté par le reste du monde. Et pendant 25 ans, son hebdomadaire fut entièrement consacré à l'incitation à la haine raciale. Les citoyens allemands pouvaient lire publiquement des pages du Der Stürmer. Au-dessus, on voit des enfants qui les lisent. Et en dessous, c'est des passants qui sont dans la ville de Worms. Et on peut lire même au-dessus mit dem Stürmer gegen Juda, donc avec le Stürmer contre Juda, et le sous-titre Les Juifs sont notre malheur. Donc en 1927, le Stürmer se vendait à environ 27 000 exemplaires par semaine. Et en 1935, son tirage était passé à 480 000. La dernière édition du journal date de février 1945. Dans son travail de propagande, Streicher a renforcé tous les stéréotypes médiévaux accusant les Juifs de tuer des enfants, de sacrifier leur corps, de boire du sang. La grande majorité de ces dessins sont l'œuvre de Philipp Ruprecht, connu sous le nom de Phipps. Et en adaptant, en amalgamant presque tous ces stéréotypes, les mythes, les traditions antisémites qui existaient déjà, les attaques virulentes de Ruprecht visaient principalement à déshumaniser et à diaboliser les Juifs. Alors voici un autre dessin de presse sur le thème des Juifs contrôlant les médias, mais bien plus complexe, et je vais le décortiquer. Donc on y voit une femme assise sur une immense chaise placée sur une estrade avec 3 oies qui caquettent autour de sa tête. En bas de l'estrade, des journalistes discutent, en particulier celui du premier plan, qui a les traits stéréotypiques des Juifs qui sont constamment présentés comme n'étant pas européens. Donc, le nez crochu, le visage rond, bien nourri, des lèvres épaisses, orientales. Et en fait, la femme, c'est une caricature d'une femme très célèbre, Geneviève Tabouy, et qui était historienne, archéologue et journaliste française, qui vécut jusqu'en 1985 d'ailleurs. Tabouy n'avait de cesse de mettre en garde la France contre l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Après l'annonce allemande de la réintroduction de la conscription militaire obligatoire, la reconstruction de ses forces armées en 1935, un diplomate grec, Nikolaos Politis, l'a mis en garde. Vous feriez mieux de vous méfier, Madame Tabouy, ou les gens commenceront à vous appeler Cassandre. Vous prédisez des événements terribles, et le pire, c'est qu'ils se produisent toujours. Et Hitler lui-même l'attaqua dans ses écrits, et en particulier dans un discours du 1er mai 1939, lorsqu'il déclara avec sarcasme: quant à Madame Tabouy, la plus sage des femmes, elle sait ce que je vais faire avant même que je le sache moi-même. Elle est ridicule. Donc, elle est représentée ici sous les traits de la Pythie, la devineresse de Delphes.
que tout pèlerin, privé ou ambassadeur, venait consulter pour connaître son destin. La Pythie était toujours assise sur son trépied au-dessus de vapeurs nauséabondes qui la mettaient en transe. Et son célèbre trépied est transformé ici en chaise. Les paroles de la Pythie étaient toujours un peu étranges, car la devineresse était enivrée, pour être poli, par les vapeurs, et ses paroles devaient être interprétées par les prêtres d'Apollon. Et donc ces trois oies qui caquettent dans les oreilles de l'archéologue et lui sautent sur la tête sont une insistance visuelle sur l'idée de la lanceuse d'alerte. Donc les oies du Capitole sont un événement visuel, sont un événement historique, mais historique mythifié, dans lequel des oies auraient donné l'alerte contre une attaque nocturne gauloise au début du IVe siècle. Alors, quel est le but de cette caricature? D'une part, attaquer Madame Tabouis, bien entendu, mais surtout attaquer les médias prétendument juifs. Et que dit le personnage de la caricature en bas à droite? Plus c'est absurde, plus c'est approprié pour un conte fantastique. Roné, Beden, le directeur du journal juif qui vendrait n'importe quelle histoire dans ses journaux, qu'elle soit vraie ou non, pour faire de l'argent et surtout répandre des mensonges. Et vous pouvez voir à droite une autre caricature de la Pythie, tirée du même magazine, mais datée de 10 ans auparavant, je crois, à peu près, et met en scène une Pythie Marianne, cette fois-ci, dont la France, trompeuse, manipulatrice, qui parle à l'ouvrier allemand. Ça, c'est le symbole de l'ouvrier allemand, encore aujourd'hui d'ailleurs, dans les caricatures allemandes. Et lui dit que la destruction de ces machines serait une très bonne action, et des industriels français d'ailleurs répondent « oui, pour nous ». Donc sous-entendu que l'autodestruction de l'Allemagne profiterait à la France dans le contexte de la fin du traité de Versailles et les réparations de l'après-guerre mondiale, etc. Donc ces deux caricatures sont parues dans un magazine hebdomadaire qui s'appelait Kladderadatsch, qui en 1939 était tiré à 50 000 exemplaires. Donc il est légèrement plus, pas plus intellectuel, mais il ne va pas montrer le même genre de choses que le Sturmer. La tragédie est que ce magazine, qui œuvra avec tant d'acharnement de 1920 à 1945 pour soutenir la politique d'Hitler, des centaines et centaines de caricatures antisémites, fut fondé au siècle précédent par un juif, David Kalisch, à Berlin. Alors pour rester dans le thème des oies du Capitole, à droite, vous voyez juste des choses qui montrent qu'encore aujourd'hui, on lit ces histoires aux enfants. C'est quelque chose qui est resté une sorte d'image d'Épinal. Mais le dessin suivant, donc à gauche, se moque de Lord Halifax, le ministre britannique des Affaires étrangères entre 1938 et 1940, et le représente comme un prédicateur moralisateur s'adressant à un public naïf, symbolisé par les oies du Capitole. Les lanceuses d'alerte sont cette fois-ci devenues crédules, acceptant sans esprit critique les discours trompeurs de Halifax. En fait, cette caricature s'inscrit dans la propagande nazie qui cherchait à dénigrer les élites britanniques, les présentant comme faibles, comme indécises, moralisatrices, vis-à-vis d'une Allemagne nazie beaucoup plus puissante, beaucoup plus vraie et franche. Et donc, elle moque cette politique d'apaisement, début de la Seconde Guerre mondiale, du point de vue anglais, vis-à-vis de l'Allemagne nazie, et ridiculisée ici comme un prédicateur aveugle tentant de justifier une diplomatie qui est perçue comme faible, comme inefficace, hypocrite. Donc une Grande-Bretagne en déclin face à une Allemagne forte et pragmatique. Et si vous regardez de près les oies, vous remarquerez qu'elles ont toutes le nez recourbé, stéréotype des Juifs, et l'une d'entre elles a même des papillotes de Juifs orthodoxes, celles qui se tournent vers nous en fait. Le deuxième thème, c'est celui du marionnettiste juif contrôlant les destinées du monde. Donc, on voit trois personnages féminins qui filent de la laine. Il s'agit des caricatures des parcs ou les moires, des parcs des Romains ou les moires des Grecs. C'était des divinités maîtresses du destin, de la destinée humaine, de la naissance à la mort. Donc, elles sont généralement représentées comme trois fileuses. Comme vous pouvez le voir à droite, en fait, j'ai essayé de mettre cette image. Je ne sais pas si on voit grand-chose. Pour
On reconnaît Cloto, Lachesis et Atropos. Donc, Cloto, une des trois, signifiait filet en grec, hein, généralement la plus jeune des parcs. Elle fabrique, elle tient le fil de la destinée humaine. Lachesis veut dire destin en grec, action de tirer au sort aussi. C'est la part qui déroule le fil et le place sur le fuseau. Et la dernière, Atropos, celle qu'on n'aime pas trop, ça veut dire en grec inévitable. Elle coupe impitoyablement le fil qui mesure la durée de la vie de chaque mortel. Donc ici, Cloto est l'Allemagne, et on voit l'insigne sur sa poitrine. Lachesis, c'est la France, représentée par Marianne, qui déroule le fil. Et enfin, Atropos, c'est une vieille femme aux traits grossis, une lèvre grossie, une étoile communiste sur la poitrine et un air machiavélique, la juive, qui coupe le fil du destin. Et le texte dessous se lit comme suit: les destins de l'Europe, le jour de la vraie paix ne viendra que si le second destin ne passe plus le fil au troisième. C'est-à-dire que la France cesse de passer le fil aux Juifs. Donc Atropos est comparé au stéréotype du marionnettiste juif qui contrôle le destin des gens. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la première fois que cette référence au parc est faite avec une image antisémite. Ça, c'est à Londres, fin 19e. Et le titre, c'est The Jewish Fates, les destinées juives. En bas à droite, par contre, vous voyez, pas en bas, enfin à droite, un dessin typique, beaucoup plus simple et direct du Sturmer. Le marionnettiste juif, il n'y a rien d'antiquisant là, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne quand c'est vraiment là. Les ficelles contrôlent des personnes de deux côtés, symbolisant l'influence juive sur différents secteurs de la société, probablement la politique, la finance, le monde des affaires en général. Le troisième thème est celui du juif fauteur de guerre. Donc, vous voyez ici, c'est Athéna, la déesse guerrière qui se jette dans la bataille, celle qu'on appelle Athéna Promakos, donc la première dans le premier rang de bataille. Le juif se cache derrière elle, lui mord l'épaule et indique à la déesse la bonne direction à prendre. Et le titre du dessin est Contribution de Judas à l'effort de la guerre. Il s'agit d'un trope antisémite sur le traître juif Judas qui remonte au Moyen-Âge. Et dans notre cas, une théorie du complot très répandue selon laquelle les Juifs ont provoqué la Première Guerre mondiale et qu'ils n'auraient même pas combattu pendant la Grande Guerre, malgré les 12 000 soldats juifs morts pour l'Allemagne, comme vous le voyez dans ce tract de commémoration pendant la Deuxième Guerre. L'intérêt de ce dessin est qu'on nous montre une fois de plus que les Juifs poussent à la guerre mais se cachent en traîtres. À titre de comparaison, la carte postale qui est en bas à droite, autrichienne, 1919, montre un juif caricatural poignardant dans le dos un soldat de l'armée allemande. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient dû capituler, hein. Ça, c'est un poncif qu'on connaît bien. La capitulation allemande lors de la Première Guerre mondiale fut imputée aux communistes, aux bolcheviks, à la République de Weimar, mais surtout aux Juifs. Le dieu Mars, ou dieu de la guerre, est un thème récurrent de la caricature allemande. Ça va dans tous les sens. Je dois en avoir des dizaines. Donc, je sais pas, peut-être une trentaine au moins. Et elles sont souvent liées à l'antisémitisme. Donc, le juif est un traître qui incite à la guerre, en profite d'une manière ou d'une autre. Et nous le voyons ici, en dieu de la guerre caricaturé, c'est un dieu juif de la guerre caricaturé avec l'étoile juive, l'inscription Talmud sur la poitrine, des lunettes, un nez crochu, des lèvres épaisses, portant dans une main une torche dont les flammes sont celles de l'incitation à la haine et qui se dresse au-dessus d'un monde en flammes. Et dans sa main gauche, il porte une bombe sur laquelle est inscrit le mot anarchie. Enfin, il n'y a rien qui manque, hein, il y a tous les domaines. Donc, sur son casque figure un serpent, symbole du mal et du mensonge, et le texte dit « Le dieu juif de la guerre, il ne porte pas d'épée pour mener ses batailles, car ses armes sont les coups bas, la fraude et le mensonge. » Et comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses autres caricatures de juifs comme dieu de la guerre ou liés au dieu Mars. Donc à gauche, vous avez le dessin qui s'intitule Mars Judeorum, donc génitif pluriel, au Mars des Juifs, qui semble rôtir le monde à la broche en ajoutant de la sauce, qui doit être du sang. Et le personnage porte une étoile juive sur la poitrine. Son visage est caricaturé, avec les tropes habituelles pour montrer leur non-appartenance à la pureté de la race blanche et aryenne. Gros nez, lèvres épaisses, c'est de son barbu.
Et par contre, à droite, vous avez le dieu Mars, mais cette fois-ci, il n'est pas juif, il est britannique. Alors, notez le drapeau britannique, évidemment, Union Jack, sur son poitrail, et sa moustache en brosse, puisqu'à l'époque, les Anglais pouvaient en porter, mais pas les Allemands qui devaient avoir une moustache. Il y a des réglementations sur toutes ces choses-là, à l'époque. Et donc, il appelle les Juifs à se battre en Angleterre maintenant que la guerre a commencé. Le dieu de la guerre britannique présente de manière agressive comme une sorte d'assiette de Juifs effrayés, tandis qu'un autre personnage en arrière-plan hurle Juden ran, donc c'est-à-dire Juifs, allez, sous-entendu à la guerre. Et donc le texte dit Mars et les Juifs, oh non, les Juifs ont terriblement peur qu'on les incorpore dans l'armée. Ils réalisent à présent, très mécontents, comment souvent l'agitation se termine. Ce type de caricature est typique de la propagande nazie et de leur logique tordue. Ils accusent les Juifs d'être à l'origine des guerres, mais les dépeignent en même temps comme ne voulant pas se battre. Le quatrième thème est celui du Juif communiste. 64 de notre ère, incendie dévastateur, vous connaissez tous, ravage à Rome pendant 6 jours entiers. Les auteurs anciens rapportent que Néron ne fit rien. Ça marche mieux en anglais. Parce qu'en anglais, on dit Nero fiddled while Rome burned, alors qu'en français, on dit qu'il ne fit rien. Mais to fiddle en anglais, ça veut autant dire qu'on ne fait rien. Fiddling, c'est comme je jouais avec quelque chose, mais ça veut aussi dire jouer du violon. C'est pour ça que dans les caricatures britanniques, américaines et indiennes, les images de Néron, parce que j'en ai des centaines, les images de Néron dans les caricatures, ils ont toujours un violon. Alors que dans les images françaises ou allemandes, il y a toujours une lyre. Okay, donc il y a des transformations linguistiques très intéressantes dans les dessins de caricature. Ça, c'est mis à part. Les auteurs anciens rapportent qu'il ne fit rien, tandis que Rome brûlait. Suétone nous dit que Néron aurait chanté depuis une tour qui surplombait l'incendie. Dion Cassius rapporte qu'il monta sur le toit d'un palais, d'où il avait la meilleure vue sur l'incendie, et qu'il se déguisa en joueur de lyre pour chanter la chute de Troie. Tacite raconte qu'au moment même où Rome brûlait, il monta sur sa scène privée et, reflétant les désastres actuels dans les calamités anciennes, il chanta la destruction de Troie. Les caricatures inspirées de Néron abondent depuis le 19e siècle. Alors j'en ai depuis Abraham Lincoln, aux États-Unis, jusqu'au Premier ministre Modi, en Inde, en passant par John F. Kennedy, George Bush, Roberto Berlusconi, Gordon Brown, Ahmadinejad, Bart de Wever, Donald Trump et tant d'autres en Néron. Et donc dans ce dessin-ci, l'empereur Néron est comparé aux juifs communistes, reconnaissable à ses lunettes, son visage hideux, à son gros nez crochu, et le couvre-chef de l'armée communiste avec l'étoile rouge. Et le titre a le mérite d'être clair, c'est Brandstifter, c'est-à-dire le pyromane. Donc dans la légende, Néron dit « Il me semble que je n'étais qu'un amateur dans tous les domaines ». Donc l'empereur romain pyromane, dont on se souvient encore 2000 ans plus tard pour avoir laissé brûler sa capitale pendant près d'une semaine sans rien faire, que ce soit vrai ou non, n'est qu'un amateur comparé aux juifs marxistes, subversifs, qui détruisent le monde. Donc une fois de plus, les juifs sont la cause de tous les maux du monde, puisqu'ils sont accusés soit de contrôler le monde par la finance, soit l'inverse par le marxisme. Donc ils sont pires que Néron. Et c'est cela l'antisémitisme, c'est reprocher aux juifs d'être capitalistes et communistes à la fois. Et la caricature, sans problème logique. La caricature montre un personnage ici gigantesque descendant comme une sorte de tempête de sable ou une tornade sur la ville de Rome. Il a le nez crochu, des lèvres épaisses, il porte une kippa, des oreilles de rat pointues, une longue barbe. C'est le juif en costume oriental qui s'attaque à l'Antiquité classique, au Nouvel Empire italien, à la Troisième Rome, comme l'appelait Mussolini, armé de la faucille et du marteau, symbole du communisme. Et le titre est « La peste à Rome ». Il s'agit du vieux thème de la vermine ou de la maladie propagée par les Juifs depuis le Moyen-Âge. Sauf qu'ici, la maladie est le communisme. Et comme vous le voyez dans la caricature en haut à droite du Sturmer, sur l'agent pathogène
juifs, des bactéries d'étoiles juives et de marteaux à faucille sont visibles au microscope. Et le texte précise que, il y a un texte en dessous, je ne l'ai pas repris, que la maladie juive ne s'attaque qu'au sang inférieur, le sang allemand pur n'a rien à craindre. Donc la caricature de gauche de la peste à Rome pourrait être une référence à l'été 44 et à l'avancée de la libération de l'Italie et à l'entrée dans le gouvernement Badoglio du leader communiste Palmiro Togliatti, qui appelait à la formation d'un gouvernement d'union nationale pour chasser les Allemands. Alors, ce qui est fascinant pour moi, c'est le choix du dessinateur de représenter Rome à travers le Colisée, bien sûr, quelques colonnes du temple de Castor et Pollux, Rome, et surtout l'arc de Titus. En effet, la peste juive passe juste au-dessus de l'arc, érigé en 81 par l'empereur Domitien pour commémorer la déification officielle de son frère aîné Titus, mais surtout pour commémorer la victoire de Titus et de Vespasien contre la rébellion juive en Judée en 70 de notre ère. Et vous connaissez certainement la frise sculptée représentant la menorah du temple de Jérusalem sur l'arc de Titus, emporté par les Romains lors de la destruction de la ville. Donc la place centrale de l'arche dans cette image n'est pas du tout anodine, c'est le symbole par excellence de la destruction de la vie juive. Donc le cinquième thème est celui de « Ils sont partout ». Donc l'omniprésence des Juifs dans les coulisses du pouvoir. Et la caricature ici est fascinante. Elle présente un couple d'Américains âgés, pauvres, habillés de façon moderne, avec un enfant en bas âge. Et l'homme tend son chapeau comme s'il mendiait. Et on l'empêche d'avancer vers la Maison-Blanche et vers une porte au-dessus de laquelle est écrit « President of the United States of America ». Donc, vous voyez ça. Est-ce qu'on voit ça? Non, okay. En anglais. Des soldats romains leur barrent la route. Et il s'agit de la garde prétorienne, comme l'indique le titre, dit Praetorianer des Weißen Hauses, donc les prétoriens de la Maison-Blanche. C'est-à-dire la garde rapprochée de l'empereur romain, celle qui, dans l'Antiquité, avait souvent l'oreille de l'empereur romain. Le président des États-Unis, ici, se comporte vraiment comme un empereur entouré d'une élite militaire privilégiée, inaccessible aux citoyens ordinaires. Donc on suggère ici que le président américain n'est plus un dirigeant démocratique, mais plutôt un dictateur. C'est le monde à l'envers, en fait. Et non seulement ces soldats ont tous l'air disgracieux ou en surpoids, et franchement indignes d'être des soldats et certainement pas des soldats d'élite, ils arborent en plus les traits stéréotypiques et caricaturaux des Juifs, de nouveau. Et ils disent au vieux couple, oui, le président du monde a vraiment le temps de recevoir de tels idiots. En fin de compte, il s'agit ici d'une autre théorie du complot selon laquelle les Juifs étaient partout dans les coulisses du pouvoir américain et contrôlaient l'accès au président américain. Alors quand on connaît l'antisémitisme de Roosevelt lui-même, c'est assez comique. Mais ça marchait dans le public allemand. Notre dernière section traite de l'argent, du profit et de la culture, destruction de la culture. Donc Mercure, personnification de l'économie, et dans chaque cas, en tant que juif ici. Et j'en ai retrouvé vraiment des dizaines dans les caricatures antisémites. Donc, cette caricature montre le dieu romain Mercure, que reconnaissable à son casque, ses sandales ailées, son caducée. Il est le dieu messager, mais aussi le dieu du gain financier, du commerce et de la ruse. Ça, dans l'Antiquité. Le dieu portait aussi souvent une bourse d'argent, d'ailleurs, dans les statuettes, les statues gauloises même de Mercure, pour symboliser son rôle de protecteur du commerce. Dans la caricature, le casque porte une étoile juive, il a le nez crochu, les lunettes d'un intellectuel. Donc il s'agit d'une vieille image utilisée pour se moquer des Juifs à nouveau. Donc le Mercure juif, dieu ridicule du commerce, est assis sur un énorme sac sur lequel est écrit « profit » et fermé par une ficelle qui se termine par une autre étoile juive. Donc à côté de lui se trouvent des traités commerciaux allemands et en bas, on lit « commerce extérieur allemand ».
Alors, compte tenu de la politique d'invasion nazie à partir de 1939, on peut imaginer que le commerce extérieur de l'Allemagne n'a pas suivi les règles conventionnelles des traités commerciaux et internationaux. Comme vous le voyez à droite, il y a plein d'autres exemples d'utilisation antisémite du dieu Mercure, comme celui-ci qui est figé dans la glace. C'est une image d'avoir to have cold feet, donc être froussard. Mais quand on parle d'économie, c'est aussi on ne veut pas s'engager, etc. Enfin, il y a beaucoup de jeux de mots à différents niveaux. Alors, l'autre pendant de ce thème, c'est les destructeurs de la culture classique. Donc là, on est à Pompéi. Alors, ce dessin de presse est intitulé « Les véritables derniers jours de Pompéi ». Il fait référence au roman et au film muet de 1926, Les derniers jours de Pompéi, qui connut un énorme succès en Europe et qui était connu en Allemagne sous le nom de Die letzten Tage von Pompeii. Et en arrière-plan, on voit le volcan, le Vésuve, qui a détruit Pompéi, qui fume encore. Il y a aussi des caricatures de juifs en costume, avec des nez crochus, des ongles longs et des oreilles de rat, et qui emportent tout l'art ancien pour le vendre à New York. On voit un sac scellé d'une étoile juive intitulé Pimpernel USA, donc au premier plan. Scarlett Pimpernel est le nom d'un célèbre personnage, une sorte de voleur de grand chemin, d'après le roman de Scarlett Pimpernel qui fut immensément populaire dès sa parution en 1905. Donc les hommes d'affaires juifs emportent tout ou indiquent à des ouvriers où apporter l'art. Et l'homme d'affaires en bas à gauche, il porte une statue, mais on voit il bave pratiquement. Et elle ressemble plus à une vraie femme qu'à une statue, en fait. Et c'est ce qui rappelle un autre pendant de la propagande anti-juive, celle du juif concupiscent qui séduit les femmes allemandes. Il y avait pas mal de livres de dessins contre le juif concupiscent pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à gauche, ça c'est très intéressant, c'est le soldat américain noir qui porte un vêtement sur lequel est écrit Murder Inc., comme si c'était une compagnie du meurtre. Comme si les Noirs ne s'intéressaient qu'au meurtre. Et il s'agit d'une sorte de fresque, ici, de ultra-raciste, où tout le monde y passe, où l'armée américaine occupe le sud de l'Italie, donc on est à la fin de la guerre, et où les Juifs américains débarquent avec leurs oreilles de rat pour profiter des restes et s'emparer de tout l'art antique. Donc le racisme allemand contre les Noirs est un poncif depuis la Première Guerre mondiale, au moins comme l'atteste une autre caricature que vous voyez ici, aussi dans le Kladderadatsch, et par le même dessinateur, Arthur Johnson, qui était anglais à l'origine, mais qui est devenu naturalisé allemand. Donc en juillet 1916, le journal relate la bataille historique de la Somme, l'une des plus sanglantes de la Première Guerre mondiale, en utilisant sa cible privilégiée, le tireur d'infanterie sénégalais. Le soldat est représenté dans les rangs ennemis comme un être assoiffé de sang, portant le crâne d'un ennemi à la place de son sac réglementaire, ses mâchoires proéminentes, ses lèvres retroussées, l'anneau dans le nez, les colliers de dents ne laissent aucun doute, il s'agit d'un cannibale. Alors que le discours républicain en France vante les recrues comme des modèles d'intégration dans la société civile, l'Allemagne voit l'engagement de soldats africains comme des sauvages et comme une preuve de la barbarie française. Donc la caricature du soldat noir n'aura pas changé en 30 ans. Il est maintenant un barbare, mais dans l'armée américaine. Alors notre dernier dessin de presse est intitulé « Extrait de l'Iliade juive ». Donc la légende dit « Ménélas sauve la statue de Patrocle pour le marché de l'art new-yorkais ». La caricature fait référence à un groupe sculpté antique, une copie romaine d'un original grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui est aujourd'hui à Florence dans la Loggia dei Landi. Et on pense qu'il pourrait s'agir de Ménélas soutenant le corps de Patrocle sans vie lors de la guerre de Troie, mais d'autres experts pensent que malgré les très belles listes de sculptures qu'on retrouve dans Pausanias, les personnages pourraient être complètement différents et représenter Ajax portant Achille ou un autre. La caricature de Ménélas présente toutes les caractéristiques dont vous avez l'habitude maintenant, des faciales stéréotypiques juives. Et si on reprend la légende de la caricature, Ménélas sauve la statue de Patrocle pour un marché de l'art new-yorkais, c'est une critique
de l'obsession supposée du profit chez les Juifs pour lesquels il n'y aurait aucune limite, pas même le cadavre d'un héros. C'est en même temps une allusion similaire à la précédente caricature que vous avez vue, celle des Juifs américains qui raflent des œuvres d'art classiques en Italie pour le marché new-yorkais. Alors, notez quelque chose d'assez intéressant. Le caricaturiste n'a aucune honte à inciter à la haine des Juifs, mais il ajoute tout de même par pudeur 2 feuilles de vigne en guise de cache-sexe sur ces 2 personnages, alors qu'il n'y en a pas sur les originaux. Voilà, donc en guise de conclusion, le recours du nazisme au modèle lointain gréco-romain qui jouissait d'un tel prestige dans le monde occidental reposait sans doute sur la volonté d'atteindre une autorité qui dépassait le simple particularisme nationaliste. Le régime nazi tenta de forger un nouveau paradigme historique dans lequel l'Antiquité était perçue comme entièrement contemporaine et dans lequel l'Arien, l'homme nouveau nazi, pouvait apparaître sous les traits d'un athlète de la Grèce antique sans aucun sentiment d'anachronisme. Donc, le nazisme et le fascisme ont tous deux tenté de fusionner le passé et le présent afin d'anoblir leur prétention à la grandeur impériale par le langage universel du classicisme. Comme nous l'avons vu, ce retour allemand à l'Antiquité n'était pas une invention du nazisme, mais un mouvement profondément enraciné dans la culture allemande depuis l'époque de Goethe et dialectiquement entaché d'antisémitisme dès son entrée dans la culture allemande. Donc le dessin de presse n'est pas seulement une image comique, c'est un métalangage qui permet d'élaborer un discours sur l'ordre social en construisant des idéalisations du monde. Ils utilisent des symboles forts. Ces derniers sont assez répétitifs. Donc, les caricaturistes allemands antisémites comme Arthur Johnson, Oscar Garbens, Phipps, bien d'autres qui travaillèrent pour le Stürmer, pour le Kladderadatsch, pour Simplicissimus, partageaient une vision consensuelle, utilisant des stéréotypes bien connus sur les juifs profiteurs ou sur le traître Judas, des théories complotistes de juifs contrôlant les médias et les marchés financiers. Mais pourquoi les caricaturistes faisaient-ils référence à l'Antiquité pour attaquer des juifs? Donc, j'ai catalogué environ une centaine de dessins de presse antisémites avec des références à la mythologie grecque et romaine. Plein d'autres que je n'ai pas présentés aujourd'hui, Janus et plein d'autres, mais aussi à l'histoire gréco-romaine. On a vu la Pythie de Delphes ou Néron et d'autres encore pendant que Rome brûle. Donc, toutes ces références classiques donnent du poids à des arguments visuels. On se raccroche à un passé connu et respecté, on s'en inspire visuellement. Elles donnent aux caricatures du panache, du poids, des images qui peuvent être prises au sérieux. Et même si certaines références antiques sont assez élaborées, comme les fileuses du destin, etc., le sens général était toujours bien compris par le plus grand nombre de lecteurs dans tous les milieux sociaux et politiques, surtout ceux qu'on retrouve dans le Stürmer, évidemment. Les mythes abordent des préoccupations humaines fondamentales, et là, c'est le mythe en général, ce qui les rend adaptables à travers le temps et les cultures. Quel est le rôle de la mythologie dans la société moderne, sinon de mieux comprendre la vie contemporaine et les événements politiques? Des mythes comme celui de Sisyphe, je ne l'ai pas montré, mais il y en a pas mal. Ils incarnent des luttes qui sont intemporelles, la persévérance, la futilité, la résilience humaine. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les caricatures, qui touche les gens. En perpétuant des symboles et des stéréotypes compréhensibles par le public cible, le dessin de presse réussit à renforcer et à fixer une réalité sociale. Les croyances préexistantes datant du Moyen-Âge sur les vices supposés des Juifs furent renforcées. Donc, comme je l'ai dit précédemment, Der Stürmer était l'un des journaux les plus largement diffusés en Allemagne, le seul dont on dit qu'Adolf Hitler affirmait lire d'un bout à l'autre. Les Alliés ont traduit Julius Streicher en justice et l'ont pendu en 1946. Non comme d'autres pour leur fonction supérieure dans le gouvernement nazi ou leur rôle direct dans l'exécution de l'Holocauste, mais parce que selon les termes de l'acte d'accusation, sa propagande avait laissé derrière elle l'héritage d'un peuple presque entier
empoisonnés par la haine, le sadisme et le meurtre. Si d'autres perpétrèrent l'Holocauste, Streicher et ses caricaturistes haineux en avaient préparé le terrain. Merci, Monsieur Mitchell, pour cette conférence très intéressante qui nous donne, je pense, à tous envie de lire le livre qui paraîtra bientôt. Et donc, j'ose imaginer qu'il y a des questions dans la salle. Donc, place aux questions pour ceux qui en auraient. Moi, j'ai une question, mais merci beaucoup, Alex, pour cette belle conférence. Moi, il y a une question qui me taraude depuis le début, c'est que quand on pense aux caricatures que nous regardons aujourd'hui, en achetant par exemple le Canard enchaîné ou dans d'autres journaux, tout de même, le but de ces caricatures, c'est de nous faire sourire ou éventuellement rire. Et il y a toujours une forme d'humour d'une manière ou d'une autre. Et ce qui me frappe, c'est que dans toutes ces caricatures, il est à mon avis quand même très difficile de trouver de l'humour. Non ? Est-ce que tu t'es posé ce genre de question de l'humour? Et alors, une deuxième question, mais qui, elle, évidemment, est probablement impossible à résoudre, c'est est-ce que ça faisait sourire ou rire les lecteurs? Je pense que alors, l'humour est la chose la moins partagée parmi les humains, parce qu'on a tous J'avais fait un exercice à Oxford quand je faisais ma thèse de doctorat. J'avais pris tous les gens dans mon collège dans la common room et j'avais fait une sorte de formulaire de questions avec des exemples de blagues. Et j'avais des gens qui venaient du monde entier, dans tous les domaines, des physiciens, des antiquisants, des Coréens, des Chinois, des Anglais, des Français, Et personne ne riait des mêmes plaisanteries ou des mêmes blagues. Certaines choses faisaient rire les Japonais, mais pas les Français. Le rire sexuel, ça ne faisait pas du tout rire les Japonais qui n'avaient pas les mêmes... ils n'étaient pas coincés comme d'autres. Enfin, et toutes sortes de choses comme ça. Donc je pense que définir ce qui fait rire ou pas, c'est pas toujours évident. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avant la Shoah, les caricatures, c'était les caricatures d'indignation plus que d'humour. Et c'est depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on insiste sur l'humour. Moi j'ai travaillé aussi, on rigole très rarement. C'est pas le but. Le but, c'est de s'indigner. C'est de pousser les Allemands à la guerre. Donc, c'est pas la même chose. S'indigner, oui, c'est ça. C'est la même chose. Donc, il y a un véritable but. Dans une société totalitaire. Hein. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, ça, c'est une bonne réponse. Oui, parce que, par exemple, les caricatures, comme tu le sais bien, qu'on a sur les vases grecs, ils sont drôles quand même. Et nous-mêmes, on peut... Enfin, moi, je trouve qu'il y en a vraiment qui continuent à être drôles. Ouais. Mais en effet, là, il n'y a pas visiblement, donc il n'y a pas d'humour. Il y en a de temps en temps, c'est très rare. C'est pas long. L'Allemagne, elle se sent humiliée et donc elle pousse la jeunesse à être prête à se battre. Oui, mais alors, il n'y a pas un peu un abus de langage quand on parle de caricature, parce que quand même en français aujourd'hui... Caricature, ça veut dire charge. C'est juste la charge. Ça veut dire, c'est le mot même, charge. Caricature. Ouais, chargé. On pourrait parler de l'esprit plutôt que de l'humour, peut-être, même avec tous les jeux de mots, avec les associations. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'esprit dans ces caricatures. Oui, dans tous ces jeux de mots, dans ces petites jouissances avec. L'humour est une façon de surprendre. Et de surprendre et de faire mémoriser des choses. Comme la pub aujourd'hui. Hein. Donc, les pubs qui fonctionnent très bien sont des pubs drôles parce qu'elles nous font rire, elles nous surprennent et on se souvient de la marque. Donc, l'idée est de passer à l'humour comme un véhicule de quelque chose dont on doit se souvenir, en fait. Oui, mais ici, il n'y a pas d'humour, précisément. Je pense qu'il n'y a pas d'humour dans ces caricatures. Mais dans la caricature arabe contemporaine, il n'y a pas d'humour non plus. Ouais, c'est vrai. C'est rare. C'est les juxtapositions qui les font rire, c'est le grotesque. Je veux dire, tout dépend qui ça va faire rire, n'est-ce pas? Si on était en Grèce ancienne et qu'on montrait un pygmée qui combat à la place d'Héraclès dans un combat contre X ou Y monstre, c'est ridicule et drôle à la fois parce que ce n'est pas possible. Donc il y a cet aspect-là et je pense que ça fera rire le grec moyen à Athènes à ce moment-là, mais peut-être pas quelqu'un d'autre. Tout dépend de la perspective. Ouais. Lié à cette question, je me demande quelle importance a la dimension visuelle. Enfin, est-ce qu'il y avait des discours semblables juste par écrit, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été fait
surtout visuellement, voilà, ces caricatures? Est-ce que... Il y a une énorme quantité de textes, absolument, bien sûr, Ouais. gigantesque. Mais ce qui touche toujours depuis l'aube des temps, c'est l'image, hein. Et ça synthétise, ça reprend les images très rapidement. Et alors, l'imagerie, il y a eu des expositions extrêmement connues, comme l'exposition sur l'art dégénéré, qui en un an, je crois, a connu plus de 2 millions d'entrées. Donc, c'est 20 000 personnes par mois, par jour, pardon, 20 000 personnes par jour. Enfin, l'image est parfaite pour montrer certaines choses. Mais la caricature, c'est un step further. Donc, on va encore plus loin. Non, mais je disais parce que vous parliez justement de cette dimension que peut-être tout le monde, enfin, c'était quelque chose qui devait toucher, enfin, qui devait être reçu par beaucoup de monde, et même si peut-être tout le monde ne comprenait pas la signification entière d'une image, on pouvait quand même partager un peu, enfin, Oui. non? Et est-ce que je me demande si c'est vraiment quelque chose qui est lié à un aspect visuel, plus que si quelqu'un devait lire un texte, ou peut-être des mêmes topos, ou justement Ouais. d'images, disons, des métaphores sont engagées. Voilà. Enfin, justement de la mythologie, je veux dire. Bien sûr, bien sûr, il y avait plein de propagande antisémite. C'est ce que j'essaie de comprendre. Okay. Donc, je comprends. Vous parlez en fait, des références à l'Antiquité. Okay. Oui. Alors, en fait, pour le livre, j'avais interviewé des caricaturistes aujourd'hui, notamment un type en Suisse, et j'ai demandé, mais est-ce que ton auditoire, est-ce que les gens qui achètent le journal connaissent toutes ces références à Icare, à tout ça? Il dit, oh non, 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 c'est pas ça. Ils reconnaissent le sens, ils reconnaissent le problème. Est-ce qu'on va reconnaître le Laocoon? Peut-être pas, mais on en a des centaines du Laocoon jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont aux prises d'un problème insoluble. Et c'est quoi? C'est des personnes qui sont aux prises avec un grand serpent. Donc, c'est quelque chose qui marche que en image, en fait. Ces choses-là, oui, bien sûr, oui, oui. Donc, en fait, on ne va pas nécessairement toujours connaître le mythe grec parfait, tous les détails, les explications, mais on reconnaît le sens de l'image. Ça fonctionne. Ouais. On a aussi une question. Désolé. Ma question, c'était, là, on a eu des caricatures sur les Juifs qui étaient, des caricatures mythologiques au final, où le personnage du Juif était pas comparé, mais présenté un peu comme un dieu, Mars, tout ça. Est-ce qu'à l'inverse, on trouve aussi, par exemple, des caricatures d'Hitler ou quoi, pour vraiment la propagande nazie, pour dire, voilà, le grand peuple nazi, mais aussi avec les dieux? Ou est-ce que c'était vraiment que les Juifs, un peu ce que les traits des dieux, un peu ça? Dans la caricature allemande. Ça. Oui, on trouve aussi des caricatures pro-nazis oui, dans le sens, oui. Parce que vu que là, quand j'étais un peu surprise, j'avais jamais entendu de caricature mythologique nazie, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Et j'étais surprise de voir qu'ils utilisaient les dieux pour représenter les Juifs. J'aurais plutôt imaginé caricature, plutôt Oui, Hitler. Oui, oui, bon. Quel dieu, quoi. Hein. Oui, mais bon. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ouais, bien sûr. C'est forcé, mais d'autant plus choquant. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la caricature antiquisante, anti-nazie, anglaise. Donc ça, j'en ai beaucoup aussi. Ils vont dans l'autre sens. Et qui montrent, je sais pas, Hitler en train en disco ball ou... Mais ça, par contre, c'est sans doute plus drôle. Non? Et là, elles sont vraiment drôles. Ouais. Ah, voilà. Parce que mais c'est aussi la propagande, mais c'est pas une dictature. Donc la propagande n'est pas la même. C'est une sorte d'image consensuelle on veut se battre contre les nazis, mais c'est pas, on va pas mettre le doigt sur les juifs ou les trucs. C'est pas ça. C'est vraiment, il y a cette dictature allemande qui est en train de détruire l'Europe. Ben voilà, on va se moquer d'Hitler, on va se moquer de Mussolini. Et le nombre d'images qui se moquent de Mussolini en empereur romain, surtout avec ces débâcles sans cesse de Mussolini, que ce soit en Éthiopie, qui voulait faire son grand empire romain, ou bien ou son désastre dans les îles grecques. Enfin, c'est quelque chose dont les Anglais se moquaient, mais constamment.
et chaque fois sous les traits d'un empereur romain raté. Donc, ça j'en ai beaucoup aussi, comme ça, ouais. Juste, voilà. Est-ce que on voit aussi des interactions entre ces caricatures et la Altertumwissenschaft, les avancées de la science de l'Antiquité, qu'on voit dans les universités allemandes surtout? Est-ce que c'était plutôt la culture, voilà, si on est allé à un gymnasium et on avait une sorte de culture de base, mais sans avoir accès à l'Altertumwissenschaft et ses avancées, mais est-ce que quand même il y avait des interactions entre le monde savant de la culture romaine, gréco-romaine, et puis ces caricatures, où c'est assez, on a un vocabulaire assez partagé? C'est difficile de te répondre pour ça parce que bon, déjà, le gymnasium, c'est pas une culture de base. Hein. C'est pas une culture de base, donc c'est quand même une culture supérieure. Mais non, je vois, c'est difficile. Notamment pour quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que un grand nombre des livres en archéologie suivaient la même mouvance. Donc, je m'en suis servi de ces bouquins. Et à Strasbourg, qui est une université qui avait été en fait, j'ai retrouvé avec mon ancien professeur, Gérard Sibert, on avait trouvé une note écrite en allemand dans un des livres de la bibliothèque de l'Institut d'archéologie, où il y avait marqué, le type, c'était incroyable, en fait, il avait été le bibliothécaire attendez, il était le bibliothécaire après 1870 et avant 1914, et il est revenu en 1939 comme bibliothécaire de l'Institut d'archéologie à Strasbourg. C'est le même type. Et il écrit, ils n'ont pas avancé dans le nombre de publications inscrites, enfin les souscriptions en fait aux grands journaux scientifiques, hein, ils n'ont pas avancé, ils n'ont rien mis de neuf. Donc en fait, ils étaient vraiment dans la même mouvance. Donc, je pense que c'est difficile. Merci. Oui, monsieur. Une réflexion et une question. On a parlé, est-ce qu'il y a de l'humour Non, ça sue la haine, tout simplement. Vraiment pas quoi rire, quoi. Mais j'ai quand même une question. Vous avez parlé de Goethe. C'est vrai qu'il a amorcé un mouvement de migration et de retour vers l'Antiquité. Y a-t-il des aspects antisémites dans l'œuvre de Goethe? À ma connaissance, en tout cas, je ne les ai jamais perçus en le lisant. Je vous conseille ce livre. Malheureusement, Monsieur Witte est décédé il y a quelques années, je crois 3-4 ans, mais ce livre qui est en train d'être traduit en anglais a été vraiment fondamental et d'autres écrits qu'il a fait avant, pour comprendre cette transformation et les dialectiques. C'est pas qu'il était particulièrement antisémite du tout, il était antichrétien et anti-juif par ses positions sur l'Antiquité. Et donc, et certains des grands savants juifs, comme Gershom, disaient que Schiller avait ouvert un grand nombre de juifs au début du 19e siècle au culte du corps libéré, etc., le romantisme. Mais d'un autre côté, c'était des juifs qui étaient acculturés et c'était une façon pour eux c'est complexe, hein, mais c'était une façon pour eux comment dirais-je, de s'intégrer plus facilement dans la culture allemande de l'époque. Et si parfois on a, soit chez Hölderlin ou d'autres, il y a des livres sur le Moïse libéré, il y a pas mal de livres de Goethe comme ça sur des sujets sur la Bible, et par certains aspects, on a l'impression, ah oui, finalement, il voit Moïse comme un libérateur des peuples. Et puis tout à coup, on réalise que c'est plus pour l'élite qu'il parle. Le reste du peuple juif, oui, enfin, c'est tous des pouilleux, des trucs, c'est pas vraiment important. Enfin, il faut vraiment lire dans le détail. Et Witte, c'est très intéressant ce qu'il a fait. Donc ça vous donnera une autre approche. C'est un peu affolant de voir que de tout grands esprits comme ça tombent dans de tels travers. Ce que je trouve fascinant, c'est comment on ne voit même pas l'aspect illogique de ces choses. C'est au-delà de l'émotionnel. Comment est-ce qu'on peut s'en moquer dans les mêmes dessins comme capitalistes, communistes? Enfin, c'est des choses tellement différentes l'une de l'autre, mais c'est le même personnage.
Donc, ouais, merci. Je pense qu'on va conclure ici. Nous vous remercions pour votre attention et remercions encore une fois monsieur le président. On vous donne rendez-vous dans un mois, le 13 mars, pour écouter monsieur Pierre Briand, pour parler d'Alexandre dans l'ombre de Darius. Alexandre dans l'ombre de Darius. Après, c'est une inversée. Je pense que c'est bon. C'est Alexandre dans la